Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler à une semaine de Wimbledon des deux tournois principaux masculins qui se sont passés la semaine dernière, Halle et le Queens. Le Queens notamment remporté par cet énergumène Carlos Alcaraz. Comment on peut le décrire? Carlitos, qui après avoir fait une finale légendaire à Roland-Garros, a réussi une semaine après à revenir sur les cours et à remporter le tournoi du Queens, non sans mal, mais il a réussi à remporter le tournoi du Queens contre Jiří Lehečka en finale, que voilà, je ne voyais pas du tout aller en finale. D'ailleurs, je ne voyais pas Alcaraz gagner le tournoi. J'avais dit Shelton Draper en finale, c'est pour montrer à quel point j'ai eu complètement faux. J'avais dit Draper qui gagne le tournoi au final. Donc Alcaraz, voilà, qui a été fantastique sur cette semaine, qui voilà, tout de suite après Roland-Garros, il switch directement et il se retrouve déjà prêt pour Wimbledon, parce que là clairement c'est le cas, il est déjà prêt pour Wimbledon, il est déjà passé à autre chose après cette finale exceptionnelle à Roland-Garros, il n'y a pas d'autre mot. Il réussit paf déjà à switcher, à se mettre préparation, saison sur gazon, on va au Queens, tac, et on le gagne comme en 2023. Et franchement, on a un Alcaraz qui a perdu que 3 matchs dans sa carrière sur gazon. Il en a joué que 32, je crois, mais il a 29 du coup et 3 défaites. Donc c'est pas beaucoup de matchs, c'est quand même énorme. Seulement 3 défaites, et les 3 défaites, on a une en 2022 contre Sinner à Wimbledon. T'as le Queens l'an dernier face à Draper. Et t'as Wimbledon 2021 où il perd face à Medvedev, mais ce Alcaraz-là est encore un bébé entre guillemets, parce que c'est toujours un très jeune tennisman, mais voilà, c'était encore un bébé à ce moment-là. Et en 2021, c'était pas encore le Alcaraz qu'on allait avoir sur l'année justement d'après, où il finit numéro 1 mondial en 2022, il remporte son premier grand chelem. Et puis le Alcaraz qu'on aura après sur gazon, qui est le Queens 2023, qui enchaîne sur une finale pareil, légendaire face à Novak Djokovic, cette finale de Wimbledon 2023. Et puis en 2024, où il enchaîne pour la première fois de sa carrière le doublé Roland-Garros-Wimbledon. Et là, il est en lice pour nous refaire encore une fois ce doublé Roland-Garros-Wimbledon. Et surtout, pour nous refaire un triplé à Wimbledon, ce qui serait complètement fou. Ces dernières années, il n'y a que Federer et Novak Djokovic qui nous ont fait ça. Et on a eu une ère Roger Federer sur gazon. On a eu une ère Novak Djokovic, et je pense que là on rentre clairement dans une ère Carlos Alcaraz. Faut pas avoir peur de se dire sur gazon en tout cas, parce qu'évidemment que sur dur, Yannick Sinner pour le moment semble être au-dessus en termes de régularité, de tennis, de grand chelem gagné, notamment sur dur, mais sur terre battue et sur gazon, je pense qu'on est clairement sur une ère Carlos Alcaraz, et on a un Alcaraz qui sur gazon est clairement le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas d'autre terme à dire. Il est capable, il a tellement une palette technique exceptionnelle, il est créatif, il est capable de tout. C'est une surface où il faut être créatif, où il faut savoir bien se déplacer. Et Alcaraz, il a une faculté à se déplacer, mais en fait, quand il arrive en 2022, au moment voilà, où il explose clairement, c'est 2021 aussi, il explose à l'US Open, où il fait quart de finale, mais quand il arrive 2022, on sent que c'est un peu compliqué sur gazon et tout, il a un peu de mal. Puis paf, 2023, il enchaîne Queens et Wimbledon comme ça dans la foulée, sans rien demander. Donc il a tout de suite eu cette faculté d'adaptation. En fait, il a cette capacité à apprendre très très vite, et c'est ça qui est dingue chez les grands champions. Et c'est un Alcaraz qui en plus a souffert cette semaine. Il n'a pas eu des matchs faciles. Il a eu un tableau comme ça qui peut paraître simple entre guillemets quand tu joues Lehečka en finale. C'est pas non plus le plus grand joueur de l'histoire que tu joues en finale. Quand tu joues Roberto Bautista Agut en demi-finale, évidemment que c'est pas une demi... qui est si compliqué que ça. Quand il a Rinderknecht en quart de finale, même si Rinderknecht jouait vraiment très bien, c'est pas non plus... voilà, il n'a pas eu un tableau de dingue, mais un des matchs quand même très compliqué, notamment face à Munar, où le deuxième set de Munar-Alcaraz, que Alcaraz perd en 1h40, ce deuxième set, il est plus long que tout son match face à Tommy Paul, que ses 3 sets face à Tommy Paul à Roland-Garros. C'est pour dire à quel point Raume Munar a réussi à le pousser dans ses retranchements. Il a le break dans le 3e, Raume Munar, donc franchement, il est pas loin de faire tomber Carlos Alcaraz. Et un peu comme face à Arthur Fils, où au moment où Munar, on sent qu'il prend un peu le contrôle du match, qu'il va remporter le match, il se passe un petit truc et il perd le match, comme face à Arthur Fils à Roland Garros, comme là face à Alcaraz. Il est pas loin de battre Alcaraz, ça aurait été la plus belle victoire de sa carrière, évidemment, pour Raume Munar, espagnol, qui lui, alors quand il est arrivé aussi, ça parlait déjà de futur Rafael Nadal. Au final, c'est un joueur, voilà, c'est un très bon joueur, Raume Munar, mais c'est pas un joueur qui a été exceptionnel, qui peut jouer des Master 1000, qui peut jouer des grands chelems. Il est très très loin, infiniment loin d'un Rafael Nadal. Et Carlos Alcaraz, c'est lui qui a pris la succession de Rafael Nadal. Et voilà, Raume Munar, qu'il aurait pu avoir cette victoire référence face à Alcaraz, qu'il n'a malheureusement pas réussi à avoir. Et puis on a eu ce tournoi d'Halle avec
Un Bublik qui a brillé, un Bublik qui a été dans la lignée de son dernier Roland Garros, ces dernières semaines d'ailleurs, dans la lignée de son Roland Garros, il fait quart de finale. Il a eu en plus sa vengeance de Roland Garros où il bat Yannick Sinner au deuxième tour en 3-7 en faisant un super match, en étant en plus constant sur toute la durée de cette semaine. Il a vraiment été très bon sur tous les matchs. Déjà, premier match face à Alexandre Müller, on l'a senti concerné dès le premier jeu, dès le premier point. Voilà, c'est un joueur fantasme. On sait que parfois il peut complètement exploser. Et là, je l'ai trouvé très constant. Et même face à Ratchanov, quand il perd le premier set, il arrive quand même à remettre la machine en route, à remporter le match. Et ça, c'est un Bublik qu'on n'a pas été habitué à voir et qui, depuis quelques semaines, nous habitue à nous montrer quelque chose de très très grand. Et on va y revenir, on va parler du classement après dans la suite de cette vidéo. Mais justement, Bublik va avoir un classement très intéressant pour la suite, pour Wimbledon. Et il va falloir vraiment suivre ça parce que Bublik peut être vraiment un poil à gratter immense pour une très très grande tête de série à Wimbledon. Et ouais, je pense que personne ne veut jouer Bublik parce qu'en ce moment il est chaleur, il joue vraiment très bien. Voilà, face à Sinner, il a été étincelant. Même si Sinner a des occasions de remporter le match, hein, très clairement, on va pas se le cacher. Il a des balles de break dans le deuxième set, il a des balles de break dans le troisième set avant que Bublik le break. Mais Bublik les sauve bien, je crois qu'il a 6 balles de break qu'il sauve, donc c'est vraiment très bien. Et Sinner, je crois que sa toute première balle de break, il explose. Donc Bublik qui était costaud. Et puis battre Yannick Sinner, il ne faut pas banaliser ça parce que depuis août 2024, où Rublev avait battu Sinner au tournoi du Canada, et depuis, il n'y a qu'un joueur qui l'a battu, et c'est Carlos Alcaraz. Depuis, personne n'a battu Yannick Sinner hors Carlos Alcaraz. Donc c'est pour montrer à quel point la performance de Bublik est exceptionnelle. Et surtout, Yannick Sinner n'avait pas perdu face à un joueur hors du top 25 depuis août 2023 quand il perd face à Lajovic à Cincinnati. Et à ce moment-là, il vient de remporter juste avant Toronto, qui était le tout premier Master 1000 de sa carrière. À ce moment-là, Sinner remporte le tout premier Master 1000 de sa carrière. Depuis, c'est devenu un joueur avec 3 grands chelems, avec pas mal de Master 1000, avec un Masters aussi en poche, avec des Coupes Davis, avec l'Italie. C'est devenu un joueur numéro 1 mondial. Tout a changé pour Yannick Sinner. Et il perd face à un Bublik vraiment magnifique. Et Bublik qui en final joue Medvedev, qui lui aussi, je trouve, a fait une très bonne semaine. Un Medvedev qui bat Zverev encore une fois. Je pense que Zverev, ça a été un peu bête. Au départ, c'est un peu sa bête noire, Zverev, au tout début de sa carrière. Puis au moment où il a vraiment été très bon, 2019, la période dorée de Medvedev 2019, 2020, 2021, c'est le moment où il a commencé à poutrer Zverev. Et maintenant, depuis, il continue à le battre. Et Zverev n'y arrive pas. Et c'est toujours ça que j'ai du mal avec Zverev, c'est que dans ces matchs-là, et même là face à Medvedev, qui pourtant, en ce moment, c'est pas non plus le Medvedev Prime qu'on a, même là, il galère à jouer Medvedev. Alors, qu'est-ce que ça va être quand ça va être, et il perd contre Taylor Fritz aussi, qu'est-ce que ça va être quand il va jouer un Djokovic, un Alcaraz, un Sinner, parce qu'aujourd'hui, pour gagner un grand chelem, tu es obligé de jouer un de ces joueurs-là, voire deux, mais tu es obligé de jouer Sinner, Alcaraz ou Djokovic. Tu peux pas gagner un grand chelem en te disant Sinner va perdre au premier tour contre un joueur lambda, enfin un joueur lambda entre guillemets, hein. Alcaraz va perdre en quart de finale, on ne sait pas, face à un Tommy Paul peut-être, et puis Djokovic, il va se blesser en huitième de finale, et puis du coup il va faire forfait, je vais me faufiler comme ça. Non, ça marche pas comme ça, Zverev il peut pas se frayer un chemin comme ça, donc moi je pense que ça va vraiment être très compliqué, encore plus à Wimbledon, qui pour moi c'est là où il a le moins de chances de remporter un grand chelem. Donc pour moi Wimbledon il est même pas outsider, il est vraiment... Il est loin dans la catégorie des joueurs potentiellement capables de remporter le titre. On fera une vidéo mercredi sur, pour moi, mes joueurs qui vont remporter le titre. Je ferai des catégories favoris, catégorie outsider, catégorie surprise, catégorie je les attends pas. Et je pense que Zverev, c'est quasiment je les attends pas, parce que aujourd'hui je n'attends rien de Zverev à Wimbledon. Dites-moi vous, on va faire un point classement, mais dites-moi vous ce que vous avez pensé de ces finales-là, du Queens où Alcaraz réussit à remporter le Queens après l'avoir remporté en 2023, et de ce Halle que Bublik aussi avait remporté en 2023. C'est déjà les mêmes vainqueurs en 2023, Bublik, Halle et Alcaraz, le Queens en 23, et là en 25. Et c'est la même chose. Voilà, félicitations à ces deux joueurs qui franchement font du bien au tennis. Un Bublik quand il est comme ça. Comme promis, on termine avec un point classement qui va être très important parce que c'est le classement qu'on va avoir pour l'attribution des têtes de série de Wimbledon. Donc c'est-à-dire que c'est le classement qu'on va avoir pour Wimbledon. Donc on a Sinner qui perd évidemment plein de points, 450 parce qu'il avait gagné à l'an dernier. Alcaraz qui se fait plus 450 parce qu'il avait perdu aussi prématurément face à Draper l'année dernière au Queens. Donc là voilà, il prend quand même 900 points. Il reprend 900 points quand même à Sinner, et on voit quand même Sinner encore 1100 points d'avance, pardon. Et alors là, Alcaraz ne pourra pas le battre à Wimbledon parce que oui, Alcaraz ne peut que perdre des points à Wimbledon vu qu'il a 2000 points à défendre. Mais
Après Wimbledon, quand il y a eu les JO notamment, Alcaraz après a pu faire une seule finale jusqu'à Rotterdam de cette année. Donc c'est-à-dire qu'on a eu Alcaraz qui a fait une deuxième partie de saison post-Jeux Olympiques très compliquée, là où Sinner a été très bon, a vraiment enquillé les points. Il a eu Cincinnati, l'US Open, Shanghai et le Masters de Turin, donc il a eu beaucoup de points à défendre cette fin de saison. On verra justement le classement race juste après. Donc ça va être intéressant de suivre cette bataille pour la première place mondiale, et si Alcaraz continue à être dans cette lignée-là sur la saison américaine, ouais, il va peut-être reprendre la première place mondiale à Yannick Sinner. Zverev, toujours troisième, qui a une belle avance et qui a un beau retard aussi dans un no man's land complètement fou. Voilà, il a 3000 points de retard quasiment et 2000 d'avance. Jack Draper, très important, qui prend la 4e place et qui sera tête de série numéro 4, donc il évite Sinner et Alcaraz avant les demi-finales. Il ne pourra jouer que Sinner ou Alcaraz seulement en demi-finale, donc c'est très bien pour lui. Fritz tombe à la 5e place, Djokovic à la 6e place, qui veut dire qu'on peut avoir un Djokovic-Sinner ou un Djokovic-Alcaraz en quart de finale. Je vous avoue, si on a ce scénario-là, ça me ferait chier, voilà, qu'on ait un Sinner-Alcaraz ou un Sinner-Djokovic en quart de finale. Moi, je veux voir un de ces matchs-là en demi-finale, pas en quart de finale, parce que voilà, ça me ferait chier qu'on ait ces quarts de finale-là. Musetti qui reste 7ème, qui perd des points de sa finale du Queens l'an dernier, vu qu'il n'a pas fait le Queens cette année, et qui a 720 points à défendre, puisqu'il y a sa demi-finale à défendre. Holger Rune récupère la 8ème place, alors qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il récupère la 8ème place, très importante aussi, parce que du coup, il ne pourra jouer que en quart de finale Sinner, Alcaraz, Zverev ou Draper. Medvedev 9, Shelton 10, Dominor 11, Tiafoe 12, eux, ils ne pourront jouer en 8ème de finale, soit Rune, soit Musetti, soit Djokovic, soit Taylor Fritz. Et surtout, la place du con, c'est la 13ème, c'est Tommy Paul, parce qu'il faut savoir que le 13, 14, 15, 16, donc on n'a ni Ruud ni Fils, ils ne seront pas là, donc ce sera Mensik et Cerundolo. Mais donc, la tête de série 13, 14, 15 et 16 joue en 8ème de finale, la tête de série 1, 2, 3 ou 4. Donc ça veut dire que avec ses 500 points perdus de trajectoire au Queens l'an dernier, et Tommy Paul, malheureusement pour lui, tombe à la 13e place et aura donc un 8e potentiel, soit face à Sinner, soit face à Alcaraz, soit face à Zverev, soit face à Draper. Donc s'il tombe sur un des deux premiers, bonne chance pour Tommy Paul. Et surtout, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est Alexander Bublik, qui va être entre la tête de série 26 et 32 et qui donc du coup va se retrouver à jouer au 3e tour potentiellement, une des 8 premières têtes de série. Donc ces 8 joueurs-là peuvent tomber sur Bublik. Un de ces 8 joueurs-là tombera sur Bublik au 3e tour, potentiellement. Donc voilà, personne ne veut tomber sur Bublik, évidemment. Et il peut nous faire quelque chose de dingue. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ce classement. Est-ce que c'est intéressant? À la race, très vite, Alcaraz, qui a une très belle avance sur Sinner, 2200 points d'avance. Il faut dire que Sinner aussi a pas joué pendant 3 mois, mais ça, c'est pas de la faute d'Alcaraz, évidemment. Zverev, qui joue toutes les semaines, il est 3e. Draper, 4e, c'est logique. Musetti, 5e avec la saison sur terre, c'est complètement logique. Djoko, 6, logique. Casper Ruud, 7. J'ai envie de dire, ça paraît un peu bizarre, mais il a remporté le Master 1000 de Madrid aussi, donc voilà. Tommy Paul, 8, il est toujours là. Puis bon, après, on verra ce que ça donnera, hein. Ça va changer évidemment, mais c'était pour faire un petit point. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous remercie parce qu'on a passé le cap des 1000 abonnés. N'hésitez pas à faire remonter encore ce chiffre encore plus. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner. On se retrouve très vite mercredi pour parler de mes favoris pour Wimbledon. On se retrouve mercredi. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.